Au premier- Bonjour à tous et bienvenue au premier séminaire général de cette année. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Pierre Delplace de l'ENS Lyon. Alors, je suis très content de présenter Pierre puisque c'était mon étudiant. Depuis, il a réussi. Et donc, sa thèse, c'était sur les états de bord dans le graphène dans les années 2010, hein. Et à cette époque-là, les états de bord, ça devenait à la mode parce que c'était le début des isolants topologiques. Donc, conducteur sur les bords et isolant dans le bulk. Et Pierre a ensuite donc, fait un postdoc chez Butiker à Genève et ensuite avec David Carpentier à Lyon. Et maintenant, il travaille à Lyon. Et en fait, toute cette physique des isolants topologiques, des états de bord, de la stabilité topologique de certains phénomènes, tout ça, ça s'est développé. Pierre a beaucoup participé à tout ça, d'abord dans les systèmes électroniques, matière condensée, matière quantique, etc. Et puis, il s'est intéressé à le développement de ces idées sur d'autres types d'ondes, des ondes classiques, et en particulier des ondes océaniques, puis maintenant des ondes dans les étoiles, etc. Donc, c'est de ça qu'il va nous parler. Pierre, merci. Merci beaucoup Gilles pour l'introduction. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité pour ce séminaire général. Je suis ravi d'être ici pour vous parler de topologie et d'ondes dans les fluides. Alors, la topologie dans les fluides, ce n'est pas une affaire nouvelle. Il y a des sujets, il y a des livres entiers qui traitent de ça. Et ce dont il est question en particulier dans ces livres, peut-être la première chose à laquelle on pense quand on est physicien et qu'on pense à topologie, c'est sans doute les vortex, donc un fluide en rotation autour d'un axe. Et ces vortex, donc, ils ont différentes propriétés. Et les dynamiciens des fluides, en particulier en géophysique, dont je vais parler un peu plus tard, s'intéressent beaucoup à la vorticité, donc le rotationnel de la vitesse, et écrivent beaucoup d'équations de mouvement en fonction de cette grandeur. C'est quelque chose d'important. Et plus important encore est la circulation, parce que sous certaines conditions, c'est une quantité conservée dans les fluides. Et puis un vortex, dans un fluide à 3 dimensions, ça fait des tubes. Ces tubes peuvent s'enrouler, ils peuvent eux-mêmes former des nœuds, et la capacité du fluide à former ces lignes de vortex repliées qui font des nœuds, c'est également caractérisé par un nom qui s'appelle l'hélicité, qui est également une quantité conservée, avec moins d'hypothèses encore que la circulation. Donc c'est une quantité extrêmement importante en dynamique des fluides. Et ces livres là-haut parlent énormément de vorticité, d'hélicité dans les fluides. Donc c'est dans les années 70 à 2000, topologie dans la fluide, c'est essentiellement cette idée qu'il faut avoir, cette image qu'il faut avoir en tête. Et ce n'est pas du tout ce dont je vais vous parler dans la suite. Moi, je vais vous parler d'ondes dans les fluides, pas de lignes de vortex, et d'ondes classiques. Et les propriétés topologiques d'ondes classiques, c'est pas nouveau non plus. Ici, j'ai retrouvé un acte de colloque de 1978 où il s'agissait d'étudier les applications de concepts topologiques en physique. Et ce qu'on avait à l'époque, ce qui avait motivé les gens, c'était la théorie des catastrophes, qui est une branche de la topologie et qui est reliée notamment à des propriétés de caustique qui donnent ces formes ici aux rayons lumineux, où les rayons lumineux de l'optique géométrique viennent converger et où l'intensité vient diverger, ou qui donnent lieu à ces éclats à la surface de l'eau. Et parmi les grands noms qui ont développé cette théorie, il y a René Thom pour les mathématiques et Michael Berry pour toutes ses applications en physique. Michael Berry, c'est un nom qu'on recroisera dans cette présentation. Alors, en termes de, vous voyez cette photo là de la mer et de ses reflets, c'est une vieille photo, j'aurais pu en trouver une beaucoup plus jolie, une beaucoup plus récente, mais j'ai pris celle-là parce que je l'ai tirée d'un magazine que vous connaissez, c'est le magazine La Recherche, 1978, qui dressait un portrait de Michael Berry, présenté comme un physicien à Bristol, qui étudie les aspects topologiques de la propagation des ondes, donc c'est ce dont il va être question aujourd'hui, et il le fait pour une raison un peu particulière, il le fait pour établir des liens entre la mécanique classique et la mécanique quantique. Et ce n'est pas du tout ici ce qui a motivé toute la physique topologique que je vais vous raconter, même si, de façon, moi qui m'a surprise, en fait, on retombe sur ces parallèles entre mécanique classique et mécanique quantique lorsqu'on étudie en effet les propriétés topologiques des ondes.
Rien à voir avec la caustique non plus, je vais vous parler d'autre chose. Donc il n'y aura pas de caustique. Moi, mon point de départ, j'ai fait ma thèse ici, comme l'a rappelé Gilles, c'est la matière condensée, c'est les phases topologiques de la matière, avec le parent commun de toutes ces phases topologiques, les féoles quantiques. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je voudrais juste rappeler, pour qu'on soit tous à la même page, ce qu'est les féoles quantiques. Il s'agit d'une fonction de réponse transverse d'un gaz d'électrons bidimensionnel auquel on applique un champ magnétique perpendiculaire. Et on mesure donc la réponse transverse, la résistance de Hall ici, qui est linéaire à bas champ magnétique. Et puis quand le champ devient suffisamment fort, lorsque les niveaux de Landau deviennent suffisamment espacés, donc c'est là où on a besoin d'un peu de mécanique quantique, cette résistance devient quantifiée, elle apparaît sous forme de plateau qu'on peut labeller par un entier. Ça, c'est une découverte expérimentale 1980, et une compréhension, une interprétation de ces plateaux est due à David Thouless et ses collaborateurs, en interprétant donc cet entier ici qui labelle les plateaux de résistivité transverse comme un indice topologique. Et donc l'effet quantique a été comprise comme la première phase électronique topologique qui a donné lieu ensuite à beaucoup de petits. Donc voilà, c'est ce nombre nu. Je lui donne son nom tout de suite parce qu'on va le recroiser beaucoup dans la présentation. C'est un nombre de Chern, c'est un indice particulier, un indice topologique particulier que je présenterai un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est juste un entier. Donc le cadre de la présentation et de la physique que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est l'intersection entre la physique de la matière condensée. Il y a beaucoup de notions de topologie en matière condensée, en particulier la physique de l'effet Hall quantique, des isolants topologiques, qui sont quelque part les héritiers de l'effet Hall quantique, et l'intersection des propriétés topologiques d'ondes ou d'objets classiques. Ça peut être les lignes de vortex, ça peut être les ondes. Donc, c'est ce qu'on appelle ici le wave topology, donc propriété juste topologique des ondes classiques ou quantiques. Il y a beaucoup de propriétés communes ici qui sont regroupées dans ce rectangle vert. Alors, la phénoménologie commune au système dont je vais vous parler se traduit de la façon suivante. Ça va être commun à tout le reste de la présentation. Vous imaginez avoir un système de taille quelconque, je vais être à 2 dimensions presque toujours, avec des ondes qui se propagent. Ces ondes ont une certaine relation de dispersion. Et une hypothèse forte qui sera faite tout au long de la présentation, ça va être qu'on va supposer que les bandes de dispersion, de fréquence ou d'énergie, suivant le contexte, sont séparées par un gap dans le volume. Et la phénoménologie importante, c'est que de tels systèmes peuvent abriter sur leur bord des états confinés au bord avec des propriétés particulières. Et celle qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est le caractère chiral, unidirectionnel de ces modes qui peuvent se propager le long des bords. Donc chiral, parce qu'ici, maintenant, on a donné une chiralité au système. Dans cet exemple, l'état de bord ici, représenté par une flèche violette, se propage uniquement dans le sens horaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le volume, on a des bandes d'énergie ou de fréquence. Et en fait, ces bandes d'énergie ou de fréquence vont être caractérisées par un indice topologique, le nombre de Chern. Et on a un isolant, donc on a un gap. Mais on a également des états de bord qui, à la différence des états de volume, ne vivent pas dans le volume. Et spectralement, ils vont exister dans le gap de volume et vont relier les bandes des états délocalisés dans le volume. Donc ça, c'est une image qui va revenir également très souvent, des modes délocalisés dans le volume et des états de bord qui traversent ici le gap spectral et qu'on peut exciter à une certaine fréquence, à une certaine énergie donnée le long des bords du système. Alors il y a un résultat qui est extrêmement important dans toute cette physique des ondes topologiques, c'est que le nombre de modes chiro qui existent au bord du système est contraint justement par cette propriété topologique qui, elle, est définie dans le volume du matériau. Donc, si on est capable de calculer ce nombre de Chern pour les états délocalisés, ça impose que si maintenant je coupe mon système, et dans la vraie vie, le système a des bords, eh bien, je peux prédire le nombre de modes unidirectionnels qui peuvent se propager à son bord. C'est ce qu'on appelle, en français, ce qu'on traduit par la correspondance bord-volume, qui a été proposée dans les années 90 par Yasuhiro Atsugai.
Alors ce nombre de Chern, je vous l'avais mentionné juste avant, comme introduit par Thouless également pour comprendre les féoles quantiques, à travers la quantification de la conductivité transverse. Il se trouve que c'est le même nombre de Chern qui intervient ici dans la fonction de réponse dans le volume du matériau, et qui régit également le nombre d'états de bord qu'on peut exciter dans le système. Seulement, cette partie, aussi remarquable soit-elle, qui a valu une partie du prix Nobel à Thouless, cette relation entre une propriété topologique dans le volume et une fonction de réponse quantifiée, c'est très spécifique à les féoles quantiques. Par très spécifique, j'entends qu'il faut être à 2 dimensions, il faut avoir des particules quantiques chargées, qu'on couple elles-mêmes à un champ électrique, et lorsque Thouless démontre théoriquement le lien entre cette conductivité transverse et un nombre topologique, il utilise des arguments assez forts d'invariance de jauge, spécifiques tant à la mécanique quantique qu'à l'électromagnétisme. Donc il y a vraiment un cadre très spécifique pour obtenir ce résultat-là. Alors que ce résultat-ci repose sur très peu d'hypothèses. En fait. On va juste compter les modes d'un système ondulatoire. Donc il n'y a pas besoin d'être électronique, il n'y a même pas besoin d'être quantique, il n'y a pas besoin de se coupler à un champ extérieur, on ne regarde pas une fonction de réponse ici, on compte les modes au bord du système. Et c'est pour cette raison que cette relation et l'existence de modes de bord d'un système topologique, ça va être une propriété vraiment universelle qu'on va rencontrer à différentes échelles, dans beaucoup de systèmes très divers, au-delà des électrons quantiques. En particulier, je vois une démonstration ici d'un système très classique. Ce que vous voyez ici, c'est un réseau de gyroscopes, donc une manip qui fait la taille du mètre à peu près, qui sont reliés entre eux par des ressorts que vous ne voyez pas à l'écran. Et ces ressorts sont couplés de façon à ce que la relation de dispersion, qui a été calculée au préalable, euh, autorise des gaps de fréquence, et que par ailleurs, on se trouve dans une phase topologique, c'est-à-dire que à l'intérieur de ces gaps vont exister non pas des modes de volume, puisque c'est un gap, mais des modes de bord unidirectionnels. Donc si j'excite le système à cette fréquence, dans le gap de volume, je dois propager, si je l'excite au bord, là où le mode est prédominant, je dois pouvoir faire propager une onde chirale le long du bord du système. C'est ce qui se passe ici. La couleur représente la phase du gyroscope, d'accord. Et vous voyez l'onde qui a été excitée sur le bord droit et qui se propage ici dans le sens horaire, le long du bord du système. Donc ça, c'est quelque chose qui a été réalisé dans le groupe de William Irvine il y a maintenant une dizaine d'années. Vous voyez ici des vis, les gyroscopes ont été enlevés, on a même ajouté des défauts, et l'onde se propage autour de ce défaut de façon chirale, et fait ses tours jusqu'à ce que l'énergie est complètement dissipée et que l'onde s'arrête. Alors ça a donné lieu, après les années 2013, à une pléthore de systèmes qualifiés de métamatériaux, dans lesquels on va pouvoir, en s'inspirant de la matière condensée, réaliser des systèmes ondulatoires. Je vais montrer ici qu'à 2 dimensions, encore une fois, il y en a 3 dimensions également, des systèmes qui vont pouvoir réaliser ces phases topologiques, dont la principale signature va être l'existence de modes robustes qui vont se propager de façon unidirectionnelle dans le système. Alors c'est le cas de la mécanique, c'est le cas de la photonique, qui est un champ immense dans ce domaine, à la fois de l'optique visible ou de l'optique micro-ondes. Également toute une activité en acoustique. Et dans tous ces exemples, jusqu'à encore très récemment, il y a vraiment cette idée, et j'insiste là-dessus, de métamatériaux, de construire des méta-atomes avec leur propre degré de liberté et leur propre couplage pour fabriquer une phase topologique. Ce dont je vais vous parler dans la suite, on va quelque part simplifier le système, au sens où on va prendre ici quelque chose de moins copié sur un modèle théorique, on va prendre une bassine d'eau. Donc on peut difficilement faire plus simple. C'est un tout petit peu plus simple que ça, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur d'eau, et pour des raisons d'observation que je ne saurais décrire, en fait, c'est 2 couches de fluide, mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc ce que vous voyez là, c'est une bassine d'eau, essentiellement une bassine d'eau, pareil, la taille du mètre, typiquement. Et on va exciter sur le bord de l'échantillon des ondes à la surface de ce système. Alors dans un premier cas, voilà, vous avez une onde qui se propage, qui est réfléchie sur les bords de la cuve, et puis à la fin, vous avez un mode stationnaire qui est excité, que vous pouvez voir ici en couleur.
Si maintenant vous mettez la caméra au centre du référentiel tournant, vous faites tourner votre cuve, vous voyez une onde qui se propage le long du bord de la cuve dans le sens contrahoraire dans cet exemple-ci. Donc c'est exactement comme l'histoire des gyroscopes, sauf que là, je n'ai pas cherché à réaliser un modèle particulier en faisant attention à mes couplages de ressorts. J'ai pris une bassine d'eau. Enfin, j'ai pris Sakai et son groupe en 89 a pris une bassine d'eau. Et ces ondes, en fait, elles sont connues depuis Kelvin. Et ça, c'est aussi un nom qui va beaucoup revenir. Le théorème de circulation, la conservation de la circulation dont je vous parlais au début, c'est le théorème de Kelvin. Ces modes de bord, ici, s'appellent les modes de Kelvin, les ondes de bord de Kelvin, ou les ondes côtières de Kelvin. Et ce sont des modes qui sont extrêmement connus en géophysique, qui sont observés par les satellites régulièrement, parce que ce sont des modes des ondes qui se propagent le long des bords des continents. Alors, ça a été notre point de départ avec Antoine Venaille, du laboratoire de physique de l'ENS de Lyon, où je travaille également, et Brad Marson, qui était en visite au laboratoire, même si on a collaboré une fois qu'il était retourné aux États-Unis. Ça a été notre point de départ, ces ondes de Kelvin géophysique, mais alors pas les ondes côtières, les ondes équatoriales de Kelvin. Kelvin, en fait, n'a rien à voir là-dedans. C'est un nom qu'on a donné, un nom honorifique qu'on a donné à ces ondes, parce qu'elles ressemblent beaucoup aux ondes côtières de Kelvin. Donc, je vais vous les montrer dans un instant. Ce que vous voyez là, ce sont des images satellites d'anomalies de température dans le Pacifique, avec typiquement plus 3 degrés pour les taches rouges, moins 3 degrés dans les taches bleues. Donc, c'est des images infrarouges. Et le film qui va se dérouler sous vos yeux, ce sont des instantanés, une image par jour pendant un an. Et alors, ce que vous voyez, c'est un gros bazar, mais vers le mois de mars, vous avez un gros paquet d'ondes qui se forment en Indonésie et qui traversent l'équateur, qui traversent le Pacifique, en restant confinés à l'équateur avant d'atteindre les côtes du Pérou. Et puis ensuite, sur le reste de l'année, vous avez ce dipôle chaud-froid qui se forme, qui est un événement El Niño, qui impacte le climat de façon globale. Alors, je ne vais pas vous parler d'El Niño, je voudrais juste mettre en exergue cette onde, parce que pour qu'il y ait un phénomène El Niño, il faut qu'il y ait une accumulation de chaleur ici sur les côtes du Pérou. Et cette chaleur, elle vient d'Indonésie, elle a dû circuler, elle a circulé sous la forme d'une onde de chaleur qui a traversé le Pacifique en 3 mois. Et cette onde, eh bien, elle se propage que dans une direction, elle est chirale, elle est unidirectionnelle. Et ça sent bon la topologie. Donc c'était à peu près le point de départ. Donc vous voyez, dans ce problème, la différence, c'est qu'il n'y a pas de bord. Donc l'équateur joue quelque part le rôle d'un bord. Il faudra comprendre en quoi il joue le rôle d'un bord. Et c'est à peu près le premier phénomène ici unidirectionnel géophysique, en plus des ondes côtières qui sont très reliées, que j'aimerais donc vous décrire. Alors pour ça, je ne vais pas juste agiter les mains en vous parlant de topologie, je vais essayer, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces concepts, de démystifier ce qu'il y a de topologique là-dedans. Il n'y a pas de vortex, comme je vous l'ai dit. Un vortex, c'est facile à voir, on comprend à peu près ce que c'est. Moi, je vous ai parlé d'un autre nombre topologique qui est un petit peu moins évident à définir, qui est un peu moins intuitif, qui est le nombre de Chern. Alors, pour définir le nombre de Chern, je vais faire un tout petit détour vers quelque chose, pour le coup, de très intuitif, qui est la déformation des surfaces. Je pense que si vous pensez topologie, vous pensez soit vortex, soit un donut et une tasse, c'est la même chose. Par c'est la même chose, ce qu'on entend, c'est que ce sont des surfaces qui sont équivalentes par une déformation continue. Donc, est topologique, deux choses sont topologiquement équivalentes si il existe une transformation continue qui les relie. D'accord ? Alors ici, il y a un invariant topologique, quelque chose qui ne change pas lors de cette déformation, tout simplement, c'est le nombre de Hans, le nombre de trous qu'on appelle le genre. Donc la tasse est topologiquement inéquivalente, ou la tasse américaine de la tasse japonaise. Très bien. Ça devient un peu plus physique et un peu plus intéressant lorsqu'on commence à mettre un champ de vecteurs sur ces surfaces. Et là, il se passe quelque chose de dramatique, c'est que ce champ de vecteurs est contraint par la topologie de la surface sur laquelle on la pose. En particulier, cette contrainte va nous dire qu'il va, dans certains cas, être impossible de définir continuellement ce champ de vecteurs sans que celui-ci ne s'annule. Et c'est le cas sur la sphère en particulier. Donc le champ de vecteurs dont je vous parle, c'est le champ de vecteurs tangent, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'en chaque point,
je mets un plan tangent et je représente une petite flèche et j'essaye de construire un champ de vecteurs continus, comme ça, avec une collection continue, infinie de plans tangents sur ma sphère. Il se trouve que pour la sphère, il est impossible de construire un tel champ de vecteurs continus. Celui-ci doit, sans s'annuler, celui-ci doit s'annuler globalement 2 fois. Alors que c'est tout à fait possible sur le tore. Donc ça, c'est une contrainte topologique de ce champ de vecteurs sur la surface. Et champ de vecteurs sur une surface, ça porte un nom savant en mathématiques, c'est un fibré vectoriel. Donc un fibré vectoriel, c'est une collection d'espaces vectoriels. Chaque flèche vit dans un plan tangent différent. Vous avez une collection d'espaces vectoriels et vous voulez connaître la contrainte à définir votre champ, à définir globalement sur toute cette surface, cette collection d'espaces vectoriels. Donc ça s'appelle le fibré vectoriel tangent, parce qu'on regarde les plans tangents. Alors, ce sont des résultats qui ont été établis en plusieurs étapes. Il y a eu Gauss et Bonnet qui ont établi cette formule, qui ont relié non seulement le nombre de singularités, donc c'est l'indice d'Euler que j'appelle xi, il y a 2 singularités ici 0, au genre de la surface. Alors pour les fibrés tangents, si vous me donnez le genre de la surface, vous connaissez tout de suite le nombre de singularités, la messe est dite. Il y a un petit peu plus d'informations, c'est qu'on peut également, sans passer par le genre, calculer cette quantité en passant par la courbure locale de la surface et en l'intégrant. Et on aime bien aussi voir la notion de topologie comme une quantité globale, et donc ici comme une intégrale sur toute une surface. Donc la courbure de Gauss, si vous ne savez pas ce que c'est la courbure locale à la surface, donc vous interpolez votre surface avec des cercles, vous prenez le plus grand rayon, le plus petit rayon, vous prenez le produit des deux, vous prenez l'inverse, et c'est la courbure de Gauss. Le qui peut être négatif, oui. Donc le qui, vous voyez, ici on retrouve un peu les vortex de tout à l'heure. Donc c'est un peu le liant déjà avec les fluides, c'est pas tout à fait les mêmes vortex, mais il y a ces points singuliers, et on va définir un enroulement de ces vecteurs qui doivent s'annuler ici. Donc il y a une singularité de phase, et il y a un signe qui est associé à ces vortex. Et donc oui, il y a une convention qui fait qu'en fait les qui peuvent être négatives. Ok, donc voilà à peu près l'état de l'art en ce qui concerne les fibrés vectoriels jusqu'à à peu près 1950. Et arrive Chern, qui lui est mathématicien, et il voit cette construction-là avec cette formule. Il se dit, tiens, voilà une famille de fibrés tangents. Mon espace vectoriel, c'est le plan, c'est R2, c'est des vecteurs réels dans le plan, c'est très simple. Pourquoi pas généraliser au complexe? Voilà. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a fait de façon très générale. Et il y a un exemple qui est très pertinent pour la physique, et en particulier pour la physique quantique, c'est quand ces vecteurs ici en particulier sont des fonctions d'onde. Les fonctions d'onde sont des vecteurs complexes, coefficients complexes. Et alors là, il va se passer à peu près la même chose qu'avant, c'est-à-dire que, alors que précédemment, dans chaque plan tangent, j'avais un choix sur l'orientation de mon vecteur, j'avais un choix d'angle. Vous savez bien qu'en mécanique quantique, si je vous donne un état quantique, j'ai un choix de phase à choisir, d'accord? J'ai un choix de phase, et que ça ne va pas changer ma physique. Je peux prendre la phase phi 1, je peux prendre la phase phi 2, ça va me décrire le même état quantique. En fait, ça va me décrire le même projecteur quantique. Donc j'ai une liberté pour définir ma phase, et je peux avoir un espace de paramètres fermé et me poser la question, est-ce que ce choix de phase, qui est arbitraire localement, est-ce que je peux le définir globalement, continuellement, partout sur mon espace de paramètres, de même qu'ici, je me suis fait un choix d'angle, et est-ce que cette fonction angle, elle peut être définie partout sur ma surface? Ben non, ici, l'angle n'est pas défini, et il peut arriver en fait que cette structure-là, c'est un fibré vectoriel dit en cercle, ou U1, eh bien, il y a des obstructions à définir cette phase globale. Et ces obstructions sont définies non par un indice de type Euler, qui est l'indice de Chern. C. Et cet indice de Chern s'exprime également comme l'intégrale d'une courbure, mais alors la grande différence avec le cas précédent, c'est que ce n'est pas du tout la courbure de la surface, c'est une courbure qui est un petit peu plus abstraite, qui est due à Berry, voilà Berry qui revient, la courbure de Berry. Et cette courbure de Berry, elle a une propriété importante, c'est qu'elle dépend des états propres du problème. Elle dépend de la physique que vous mettez, elle dépend de votre Hamiltonien. Donc la surface I, ici, elle ne va jamais changer. Dans les exemples que je vous montrais, ça sera toujours la sphère. Et suivant le Hamiltonien que je mets, je n'aurai pas la même courbure de Berry, donc je n'aurai pas les mêmes nombres de Chern. Voilà, j'en ai fini pour vous définir d'un point de vue mathématique ce qui est le nombre de Chern, ce qu'il faut en retenir. Maintenant, je reviens à mon problème d'onde équatoriale et je me pose la question, où est Chern ici? Donc,
je vais avoir une sphère qui va apparaître, mais ce n'est pas du tout la sphère, hein. Je ne regarde pas les vecteurs comme le vent dans le plan tangent de la Terre. Donc, pour comprendre où apparaît Tchern dans ce problème, eh bien, je vais vous décrire d'abord comment on va décrire ces ondes équatoriales. Donc, on va prendre un peu de recul. Je voulais vous parler de mécanique des fluides, mais en particulier dans le contexte géophysique. Et ce qui est propre à la géophysique, ce sont les échelles caractéristiques qui sont très grandes. Et sur des échelles très grandes, le fluide que je considère, donc l'atmosphère ou l'océan, c'est essentiellement un fluide bidimensionnel. Le rapport d'aspect, c'est celui d'une feuille de papier. Donc vous avez de la physique bidimensionnelle, comme dans tous les exemples que je vous ai racontés avant, comme l'effet Hall quantique en particulier. Et il y a un modèle bien connu pour décrire les ondes dans un fluide bidimensionnel, les équations de Saint-Venant, je crois qu'on dit en français, le modèle d'eau peu profonde, qui est la chose suivante. Voilà, vous faites cette hypothèse d'une épaisseur très petite suivant la longueur sur laquelle vous voulez décrire votre dynamique. Vous faites également l'hypothèse d'un fluide incompressible, donc il n'y aura pas de son dans ce problème. Et puis si vous appuyez à un endroit sur votre fluide, vous autorisez des déformations locales. Il n'y a pas de son qui peut se propager, mais par contre, cette déformation, elle peut se propager. Des vagues, essentiellement. Donc, voilà, vous avez trois champs à tenir en compte. Vous avez l'élévation, qui, elle, dépend de l'espace et du temps. Et vous avez également votre champ de vitesse, que j'ai noté U ici, qui est invariant dans la direction transverse, parce qu'encore une fois, on considère qu'on est dans une limite quasi bidimensionnelle. Donc, vous avez deux champs de vitesse, les deux composantes du champ de vitesse, trois champs. Vous pouvez écrire les équations constitutives de ce problème. La conservation de la masse, qui s'écrit comme ceci pour un fluide incompressible, et l'équation bilan pour le moment, donc les forces essentiellement. Donc ça, c'est ce qui reste de la pression après équilibre hydrostatique. Vous vous souvenez qu'en hydrodynamique, si vous en faites pas, moi ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, les dérivés sont des dérivés matériels, donc vous avez des termes d'advection, c'est de la physique essentiellement non linéaire. Mais, encore une fois, ce qui est propre à la géophysique, sur les très grandes échelles, les non-linéarités vont avoir très peu d'importance, en fait. Je pense avoir l'idée en tête que si vous jetez un caillou dans l'eau, au moment où le caillou rentre dans l'eau, vous avez une éclaboussure, c'est hautement non linéaire. Par contre, si vous regardez à des temps longs et à des grandes distances, ce que vous voyez sont juste les vagues, c'est-à-dire l'onde qui a été engendrée par ce phénomène non linéaire. Et moi, c'est la vague qui m'intéresse. Donc ce terme-là, il va être négligé, c'est-à-dire qu'on va considérer des petites perturbations de vitesse autour d'un état quelconque, en l'occurrence ici de vitesse nulle, pour faire simple. Et troisième caractéristique des fluides géophysiques, puisque ce sont des grandes distances, sur Terre, il y a une force qui est indispensable à prendre en compte, qui est la force de Coriolis. La force de Coriolis, c'est la même chose. À notre échelle de tous les jours, on ne la sent pas vraiment, sauf si on attend très longtemps, ça c'est le pendule de Foucault, ou sur des grandes distances, donc en météorologie typiquement, c'est une force extrêmement importante. Donc F ici, ce paramètre de Coriolis, je vais l'introduire en une petite seconde, mais c'est essentiellement la vitesse angulaire, la vitesse angulaire de la Terre. Ok, donc si on regarde la relation de dispersion de ce problème, ben, j'ai trois bandes parce que j'ai trois champs, les deux champs de vitesse et le champ de hauteur, et ce terme de Coriolis va avoir un effet d'un point de vue des symétries, et là je parle avec un langage plutôt d'un physicien des solides. On va briser une symétrie de renversement du temps. Vous pouvez voir que si vous fixez F ici, cette deuxième équation, si vous changez T en moins T et la vitesse U en moins U, eh bien, elle est plus invariante par renversement du temps. Et ça, c'est un ingrédient qui est indispensable si on va avoir des nombres de Chern. C'est le cas dans les fioles quantiques, c'est le champ magnétique qui joue ce rôle. Donc ici, on n'a pas de champ magnétique, mais la Terre va tourner pour nous produire cette brisure de symétrie. Ok, donc voilà essentiellement le modèle. Et encore une toute petite complication, c'est qu'on va pas prendre un modèle de Terre plate, on va prendre un modèle de Terre sphérique. Et dans ce modèle de Terre sphérique, il faut tenir en compte du fait que si je regarde la dynamique dans un plan particulier, la force de Coriolis en fait est affectée. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est ça la définition de F, c'est la projection de cette vitesse angulaire sur la normale en plan. Donc, si j'étais tout en haut, comme ici, c'est vraiment le manège, et donc la force de Coriolis est proportionnelle à 2 oméga. Et puis si je me suis aux moyennes latitudes, j'ai un terme de sinus qui va apparaître, ça va être un peu moins fort, ça va être positif dans l'hémisphère nord. Et puis si j'arrive à l'équateur, oméga
et la normale au plan sont perpendiculaires, donc j'ai plus d'effet de la force de Coriolis à l'équateur, et ça devient ensuite négatif dans l'hémisphère sud. Ça, c'est un ingrédient qui va être important pour la suite pour générer des modes topologiques. Alors, les équations dont je vous ai parlé juste avant, donc les équations d'Euler, pour les nommer, conservation de la masse, le moment avec la force de Coriolis, incompressible linéaire. Si vous mettez un terme de force de Coriolis là-dedans qui est juste un sinus, c'est un problème qui est connu depuis Laplace, lorsqu'il étudiait les marées, et on ne connaît pas les solutions analytiques de ce problème sur la sphère. Il a fallu attendre les années 60, 1966, pour que peut-être on commence à comprendre qu'en fait la dynamique atmosphérique pouvait sur la Terre être découpée en certaines régions. Il n'y a pas la même dynamique atmosphérique ou océanique autour de l'équateur qu'aux moyennes latitudes, qu'au pôle. Donc il y a des phénomènes spécifiques comme El Niño qui se passent à l'équateur, qui ne se passent pas au pôle. Et donc se dire, ben moi je suis intéressé aux ondes équatoriales, donc je vais faire quelque chose de théoriquement complètement dingue, je vais linéariser un sinus, d'accord? Et juste en faisant ça, en disant f de y c'est juste y, alors on peut résoudre le problème analytiquement, c'est ce qu'a fait Matsuno, il a fallu attendre 1966, et on trouve ces modes. Donc ça c'est une figure, vous voyez, différents modes ici, une espèce de gap avec ces ondes qui s'appellent les ondes planétaires, qu'on appelle aussi les modes de Rossby à basse fréquence. Et vous avez deux modes ici qui se propagent dans une seule direction. La pente a toujours le même signe, donc la vitesse de groupe est toujours positive. Donc ces deux modes-là ne vont se propager que vers l'est. Et ça, c'est dans les livres d'accord, de géophysique. C'est extrêmement connu et ça ressemble énormément à une relation de dispersion qu'on pourrait trouver en physique de la matière condensée pour un isolant topologique. Alors moi, j'aime bien le présenter comme ça, en mettant ici les fréquences négatives. C'est peut-être une déformation professionnelle, parce que j'avais regardé l'équation de Dirac quand j'étais petit. Mais on voit bien le parallèle avec la relation de dispersion que je montrais ici. C'est-à-dire, vous avez ces trois bandes. Il y a une redondance dans le problème, avec fréquences négatives et positives, c'est pas un problème. Mais vous avez ces trois bandes parce que vous avez trois champs. Donc moi, j'aime bien montrer les trois bandes. Donc vous avez cette bande ici qui s'appelle une bande de Poincaré, qui correspond dans le problème, dans ce problème où f est une fonction de l'espace qui donne tous ces modes. Vous avez une bande plate ici qui est plus tout à fait plate. Et puis vous retrouvez les gaps de volume. Et dans le volume, vous avez ces deux modes qui se propagent, qui portent des jolis noms. Kelvin, en honneur à Kelvin, et Yanai, lui, qui l'a observé. Alors, justement, quels sont-ils ces modes? Si je trace leur profil, par rapport, donc état, c'est la petite perturbation de hauteur, d'accord? C'est vraiment le champ à regarder. L'anomalie de température qui s'est propagée tout à l'heure, en fait, c'est une anomalie d'épaisseur de couche d'océan. Donc, c'est la bonne quantité à regarder. Le mode de Kelvin, c'est le mode 0, c'est celui qui n'a pas de nœud, c'est une gaussienne, et qui est centré sur l'équateur. C'est vraiment celui qu'on attribue à ce gros paquet d'ondes, qui est centré sur l'équateur. Et le mode de Lanai, lui, c'est le mode 1. Pardon, je vais reprendre ici. C'est un mode qui est antisymétrique par rapport à l'équateur. C'est pour ça qu'il est plus dur à voir, parce que pour le voir, il faut l'exciter, et la plupart des excitations sont assez symétriques à l'équateur. Et donc là, ce sont des images également satellites de formation de grandes structures nuageuses antisymétriques. Il n'y a pas le film avec, mais les gens sont convaincus que la vitesse de phase correspond à peu près à ce qu'on attend pour l'onde de Yanai. Oui. D'autres modes après avec plusieurs nœuds. Alors, c'est tout cela après. Lui, il a 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds, etc. En fait, c'est l'oscillateur harmonique pour un spin 1 dans le langage de la matière condensée. Et ce qui est très rigolo, c'est que Matsuno, qui est un géophysicien, dans son article de 66, dit, regardez, une fois que j'ai linéarisé, je trouve l'oscillateur harmonique quantique. Ce qui est étonnant, il n'y a absolument pas de mécanique quantique. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il trouve des polynômes d'Hermite comme solution de ces équations. Mais tout de suite, il a fait l'analogie avec des niveaux de Landau. Et je ne le montre pas ici, mais il y a un système tridimensionnel d'espèce de semi-métal de Weil à 3 dimensions sous champ magnétique en matière condensée qui a exactement le même spectre. Et là, ce sont des vrais niveaux de Landau dans ce cas-là. Donc voilà, tous les autres modes sont tous ces modes-là. Donc il y a un effet en fait, de piégeage à l'équateur, et l'équateur est connu pour piéger les ondes. Il y a plein d'ondes piégées, mais il n'y en a que 2 qui se propagent vers l'est. Je voulais vite également mentionner, parce qu'il n'y a pas beaucoup de données en géophysique, c'est très, très difficile d'avoir des confirmations théorie-expérience ou théorie-observation en géophysique. Et il se trouve que ce mode de Yanai a été prédit avant d'être observé. C'est un des
très, très rares exemples en géophysique où quelque chose est prédit avant d'être observé. En général, on observe beaucoup de choses compliquées et on essaye de comprendre comme on peut. Et là, il y a eu un tour de force au tournant des années 2000 d'observation de la mesure dans l'atmosphère, cette fois, pas dans l'océan, de ces modes. Donc ça, c'est vraiment fréquence, nombre d'ondes, excitation antisymétrique, excitation symétrique par rapport à l'équateur, et on retrouve le signal sur l'onde de Kelvin et l'onde de Yana. C'est une espèce d'ARPES pour géophysiciens. Oui. Les modes qui parlent de la vitesse. Donc, il faut avoir le champ de vitesse sur toute la sphère. Juste autour de... Donc, c'est un modèle qui est complètement cartésien ici. On ne le résout pas sur la sphère. On peut le résoudre sur la sphère. Mais là, j'ai donc mes deux champs de vitesse qui sont définis dans un plan tangent à l'équateur et le champ d'élévation. Voilà. Et donc, il y a une onde pour les champs de vitesse et une onde pour le champ d'élévation. Et c'est le champ d'élévation qu'on mesure. Quand est-ce qu'il y a eu de la température? Ah oui, oui, oui. Ouais. Ok, c'est une bonne question. Donc, en fait, ce que je n'ai pas dit ici, je l'ai dit brièvement, mais je ne voulais pas insister dessus. L'océan est composé de différentes couches de températures quantitativement différentes. La couche chaude, thermocline, qui fait les gros 100-200 premiers mètres, ensuite les abysses qui sont beaucoup plus froides. Donc il y a un drop assez vite. Et en fait, l'onde qui se propage, donc une onde de Kelvin, son amplitude, c'est la centaine de mètres. Vous diriez, mais des vagues de 100 mètres dans l'océan, j'en vois pas souvent. Non, en fait, cette vague, c'est une déformation entre le thermocline et les abysses. Donc c'est une onde sous-marine, d'accord? Donc ce que vous mesurez en infrarouge, c'est la température moyennée, chaud, froid, et ce rapport d'aspect chaud-froid varie. D'accord? Donc à ce niveau d'élévation est associée une anomalie de température si c'est le thermocline qui gagne. D'accord? Et c'est ça l'onde qu'on a vu passer. OK. Donc maintenant, donc ça c'est c'est de la physique 1966, plus quelques observations plus récentes. Moi, ce que j'aimerais vous montrer là-dedans, c'est comment on peut comprendre ce spectre à partir d'outils topologiques que je vous ai annoncés au début de la présentation. Alors, au lieu de regarder ce problème d'une fonction qui varie continuellement en fonction de la latitude, le paramètre de Coriolis, on va simplifier un petit peu le problème et on va juste regarder dans un plan tangent où f est constant. Puis on va regarder dans un autre plan tangent où il est constant aussi. En fait, f va devenir juste un paramètre que je vais faire varier. Et dans cet espace, il y a un point particulier qui est celui-ci, où les bandes se touchent. D'accord? Donc, si je prends un état de mon système, ici, donc un état psi, c'est quoi psi? Psi, c'est une collection de ma vitesse, mes deux composantes de vitesse dans le plan, et mon vecteur d'élévation. C'est trois composantes. Je suis passé en Fourier, ce sont des composantes complexes. Pour chaque valeur de kx, ky et f, je peux représenter un état. Et le système est gapé partout, j'ai besoin d'un gap, vous vous souvenez, sauf en ce point. Alors, ici, je vais avoir un état, je vais le représenter, je mets la sphère pour montrer l'orientation. Ici, je vais avoir un autre état qui va être ici à f égale 0. Là, je vais avoir un autre état. Tout ça, c'est pour la même bande de fréquence positive. C'est pour ça que je les représente en vert. Mais ces psi, ce sont des solutions d'une équation linéaire. Donc, je peux les multiplier par un complexe non nul, j'aurai encore une solution du même problème. Donc, en fait, mon psi, ce que je dois penser à lui non pas comme un état, mais comme un espace propre, fait de tous les psi multipliés par un nombre complexe. Tout cela sont des solutions valables. Et je peux faire ça pour chaque point de cet espace. Et je construis comme ça un fibré vectoriel. Alors c'est presque le même qu'avant, maintenant c'est un fibré en droite complexe, mais il se trouve que lui aussi il est caractérisé par un nombre de Chern, le même que précédemment. Et donc, il peut se produire que je n'arrive pas à définir continuellement mes états propres partout sur cette sphère, sur n'importe quelle surface en fait, qui entourerait ce point de croisement. Donc ça, c'est une obstruction à définir globalement mes états propres. Et quand on calcule ce nombre de Chern, on trouve qu'il est non nul. Donc il y a bien une obstruction dans ce problème. On trouve un nombre de Chern de plus et moins 2 pour les bandes bleues et vertes, et 0 pour la bande plate. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces nombres de Chern? En fait, on peut montrer, et c'est bien compris maintenant,
qu'il y a une correspondance entre ces nombres de Chern et le spectre que je vous ai montré tout à l'heure lorsque je prenais le vrai problème compliqué d'équations différentielles. Et ça se lit de la façon suivante. La valeur des nombres de Chern ici, pour chaque bande, donc le vert en haut, le orange au milieu et le bleu en bas, m'indique, lorsque je varie ce paramètre, ce nombre d'ondes, combien de modes sont gagnés ou perdus par les bandes noires. Donc par exemple, la bande du milieu, la bande de Rossby, elle perd un mode, qui est ce mode de Yanai, et elle en gagne un autre, et son nombre de Chern ici est bien 0. De même, cette bande ici de fréquence positive, un nombre de Chern moins 2, donc elle va manger 2 modes. Si elle mange 2 modes, ces modes viennent d'en bas, et donc la vitesse de groupe est positive. Voilà la correspondance, voilà ce que nous apprennent les nombres de Chern, non pas juste d'un point de vue mathématique, je ne peux pas définir ma fonction de façon continue, mais en termes de répercussions physiques, ça contraint l'existence de ces 2 modes. Plus récemment, des collaborateurs américains, dont notre ancien collaborateur Brad Marston, se sont dit, mais si ces états propres ont une singularité, je dois pouvoir également l'observer directement. Donc ils sont allés chercher dans les données de ces 30 dernières années atmosphériques, aux bonnes latitudes, à la bonne altitude aussi, et il y a beaucoup de traitements de données que je serais incapable de vous décrire. La conclusion de leur travail, c'est que la bande ici plate qui n'a pas de nombre de Chern, donc si je représente les coefficients complexes de cet état, lui il n'a pas de nombre de Chern, je trouve aucun empêchement à définir ces coefficients, alors que la bande du haut, elle, en a, et il trouve ce vortex. En accord avec ce qui est attendu par la valeur des nombres de Chern. Alors, ici, je vous parle de géophysique, mais depuis notre étude sur les ondes équatoriales, en fait, les outils qu'on utilise ici sont très généraux. Et il y a eu également tout un développement autour de la physique des plasmas. Je voudrais juste vous le mentionner ici pour vous dire que ça existe. Les plasmas sont aussi des fluides, à mon sens beaucoup plus compliqués, parce que vous avez non seulement des équations sur la vitesse du fluide, mais vous avez également les équations de Maxwell qui rentrent en jeu. Vous avez des fluides chargés. Donc il y a eu également des études en particulier, ici toutes récentes, je pensais que c'était plus récent, sur des plasmas chauds, donc, où vous avez dans les tokamaks, ça c'est théorique actuellement, mais s'il y a des campagnes de mesure qui sont en cours, à ma connaissance, des ondes ici dites d'Alphen, donc c'est quelque chose, un type d'onde, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui sont connues en physique des plasmas, ce sont des espèces de, sont des ondes transverses des ions, qui reviennent par une force de rappel due à une tension magnétique. J'en connais pas beaucoup plus, mais cette onde ici, elle est prédite par les arguments topologiques que je vous ai donnés comme étant confinée dans une certaine région ici à l'intérieur de ce tor. Et puis dans les plasmas froids, donc où les ions sont immobiles et ce sont les électrons qui constituent le fluide chargé, il y a également la prédiction d'une onde de Langmuir, donc c'est un autre type d'onde qui doit exister sous certaines conditions de la fréquence plasma et de la fréquence cyclotron, qui doivent respecter certaines inégalités. Ici, sur cette simulation, là aussi, c'est un article théorique, vous voyez ce mode qui doit se propager de façon chirale autour d'un tube. Donc, je ne vais pas vous parler de plasma, je vais juste vous dire que c'est une activité en parallèle qui se développe également. Alors, quelle est cette méthodologie générale? Je vais faire juste une page de présentation pour dire qu'il y a vraiment maintenant une recette, si vous voulez, avec derrière des mathématiques, que vous pouvez appliquer dans un cas assez général. Donc, le problème avec lequel vous commencez, vous, en physique, là, ça va être des équations constitutives, donc des dérivées partielles, en temps et en espace. Donc, par exemple, les équations de Maxwell, les équations d'Euler ou autres. Je les prends première dérivée en temps, ce n'est pas absolument nécessaire. Et par analogie avec les mécaniques quantiques, je vais les écrire comme ça. Alors, il devrait y avoir un i, mais je l'ai mis là-dedans. Et puis, classiquement, lorsque vous écrivez Euler ou lorsque vous écrivez Maxwell, il n'y a pas de i au départ. C'est vraiment ce avec quoi vous commencez. Et donc, vous avez des équations différentielles dans différentes directions et des paramètres qui peuvent varier en espace. Ce psi ici, comme précédemment, ça va être la collection de vos différents champs classiques, la vitesse, la densité, la pression, la flottabilité, tout ce que vous aimez. Et c'est dans ce problème-là, qui est le problème physique qui vous intéresse, la même chose sur mon ordinateur. Voilà, ok. C'est dans ce problème-là que vous aimeriez savoir s'il existe ces modes topologiques qui traversent le gap. Alors,
ça, c'est de la physique linéaire. Vous pouvez toujours le résoudre numériquement. Ce n'est pas là vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est de savoir où chercher. Quels sont les ingrédients pour avoir ces modes topologiques. Alors, et puis surtout, à la main, ce n'est pas facile parce que vous pouvez avoir, voilà, c'est des équations différentielles non homogènes couplées, donc c'est fastidieux, c'est compliqué. Alors, ce que vous faites, c'est que vous faites une petite transformée, vous allez représenter tout ce système dans l'espace des phases, où tout commute. Ici, x et des ronds x ne commutent pas, ici, x et k commutent. Et là, c'est beaucoup plus simple, parce que maintenant, ça, c'est une matrice de taille assez petite, d'accord, 3 par 3 dans le cas précédent, que, en général, vous pouvez diagonaliser à la main. Et donc, vous pouvez faire des choses, vous pouvez commencer à comprendre un peu mieux. Et dans ce problème-là, vous pouvez ensuite faire des développements, ça c'est assez propice à des développements semi-classiques, et dans cette limite semi-classique, décrire et dériver des indices topologiques. Donc l'indice topologique qu'on décrit, qu'on calcule, il est issu d'un problème simplifié, d'un problème. Utiliser de la topologie, c'est simplifier le problème. Vous déformez le problème pour le rendre simple, et dans ce problème simple, vous avez ces indices topologiques qui sortent. Et c'est cet indice topologique qui vous dit quelque chose sur le problème compliqué du départ. Alors vous, ici, j'ai remis la photo de Berry. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que Berry étudiait la propagation des ondes et les propriétés topologiques pour la propagation des ondes dans le but d'étudier le lien entre physique classique et physique quantique. Ben là, on n'est pas loin, en fait. On n'est pas loin parce que historiquement, ce formalisme-là, il a été développé pour la mécanique quantique. C'est-à-dire, donnez-moi une théorie quantique, quelle est sa limite classique, donnez-moi une théorie classique, comment je la quantifie? Et il se trouve que ce formalisme-là, nous, on l'utilise dans un système complètement classique, maintenant ondulatoire, juste parce qu'on a des opérateurs différents. Mais on retrouve bien ici les propriétés topologiques dans cette limite semi-classique. Alors, tout est classique, mais où il y a un développement avec un petit paramètre. Et on gagne une deuxième chose dans cette analyse, c'est qu'on répond à la question, quels paramètres ici doivent varier dans l'espace pour avoir ces modes topologiques? Dans le cas précédent, c'était juste la force de Coriolis qui devait changer de signe, et elle le fait pour nous à l'équateur. Mais dans des problèmes un peu plus sophistiqués, les termes qui changent de signe, vous voyez, ils ne sont pas évidents à faire sortir, et ils n'apparaissent pas du tout sous cette forme-là lorsque vous écrivez la conservation de la masse. Et c'est dans cette procédure que vous pouvez faire apparaître ces termes. Alors, dans le reste de la présentation, je vais justement vous parler d'ondes qui apparaissent lorsque ce terme S, S pour stratification, apparaît. Je vous le montre juste brièvement, je ne vais pas le commenter en détail, mais C ici, c'est la vitesse du son, donc on aura un milieu compressible. G, c'est la constante de pesanteur, qui va pouvoir dépendre également de l'altitude. Donc R, ça va être radial, on va être en géométrie sphérique dans la suite. N, c'est la fréquence de flottabilité d'un fluide stratifié. Et puis, j'ai à peu près dit tout le monde. Voilà. Donc, vous avez cette bonne quantité, ce bon potentiel à regarder. Donc, il va falloir regarder les changements de signe. Donc, c'est le deuxième problème que j'aimerais vous mentionner. Ici, la force de Coriolis, elle change à l'équateur. C'est le paramètre qui va me fermer et réouvrir mon gap. Ici, dans ce problème stratifié compressible, donc stratifié en densité, le fluide est plus dense ici que là, vous avez un autre paramètre compliqué, mais dont on connaît la formule, qui doit changer de signe. Et s'il change de signe, vous avez des modes confinés à une certaine altitude, voilà, qu'on peut calculer. Et si c'est le cas, eh bien vous avez ici ces modes qui transitent cette fois entre des modes acoustiques, donc on a un milieu compressible, on a du son, et des modes dits, on appelle ça des ondes internes de gravité. Les ondes internes de gravité sont assez particulières, elles ont une vitesse de groupe perpendiculaire à la vitesse de phase, hein, c'est des choses assez bizarres. C'est spécifique des milieux stratifiés en densité. Donc là, voilà, deuxième étude qu'on a fait, on pouvait prédire l'existence de ces modes avec ce critère de S qui change de signe. Mais il se trouve que ces modes ressemblent également à des ondes déjà connues, ça sort du même livre de géophysique, qui sont les ondes de Lamb, d'Horace Lamb, 1911. Et à la différence que pour Lamb, donc on les voit ici, hein, ces ondes de Lamb, ça, ce sont des ondes qui sont observées sur Terre, on les connaît bien, elles se déclenchent, donc des ondes acoustiques sur de très grandes distances planétaires, après des événements violents du type éruption volcanique ou explosion nucléaire. Et dans l'analyse de Lamb, il y a deux choses. La première chose, ce sont des ondes de sol, donc il faut un bord dur au-dessus duquel ces ondes vont se propager. La deuxième chose, c'est que ce paramètre doit à tout prix être négatif. Alors, vous voyez la différence avec le cas de figure ici, c'est que nous, on n'a pas besoin de bordure et on a besoin d'un S
qui va aussi être positif. Or, dans l'atmosphère, S est négatif, il n'est pas positif pour des raisons de thermodynamique, et donc on ne va pas pouvoir observer ces ondes sur Terre. Mais par ailleurs, on n'a pas besoin de bordure pour observer ces ondes. Et ça a été la motivation, le fait qu'on ne trouve pas de S positif sur Terre et le fait qu'il n'y ait pas besoin de bordure, pour aller regarder des modèles non pas géophysiques, mais astrophysiques. Donc le fluide qui va m'intéresser, ça va être le gaz d'une étoile. Il n'y a pas de bordure sur une étoile, et il y a des paramètres physiques tels que S peut être positif, a priori. Donc on a commencé à collaborer avec le groupe de Guillaume Leb au CRAL, le Centre de recherche astrophysique de Lyon, à l'ENS de Lyon, qui a le bon goût d'être habité dans le même bâtiment que le laboratoire de physique. Son doctorant Armand Leclerc, et puis Nicolas Perez, qui avait d'abord fait sa thèse avec Antoine Venaille et moi, et qui ensuite a fait son postdoctorat avec Guillaume. Donc l'application aux étoiles, comment ça marche? Donc on a ici la prédiction théorique d'une onde, et on veut savoir si elle existe quelque part. Donc la première contrainte que je vous disais, c'est avoir un S positif. C'est pas évident d'avoir un S positif. Donc la première chose dont on s'est assuré, c'est savoir si S pouvait changer de signe dans les étoiles. Alors il y a eu une étude numérique menée par mes collaborateurs pour différents types d'étoiles. Les étoiles sont classifiées, c'est la séquence principale. On peut montrer de façon systématique qu'en fait, toutes les étoiles auront un S qui change de signe. Donc, ce n'est pas quelque chose d'incongru. Toutes les étoiles ont un S qui change de signe. Vous voyez sur ces... Et là, voilà, c'est un spectre calculé pour un modèle stellaire tridimensionnel assez simple, avec un S un peu arbitraire qui n'a pas tout à fait cette forme-là d'ailleurs, où vous voyez ce mode, qui est ici une onde de gravité interne et qui devient un mode acoustique. Il y a un problème toutefois dans cette analyse, une grosse simplification. Vous voyez, il y a des zones ombragées et des zones claires. Les zones ombragées indiquent en fait une partie de l'étoile qui est convective, alors que la zone claire indique une partie de l'étoile qui est stablement stratifiée. Toute l'analyse qu'on avait développée plus haut, c'était uniquement pour des fluides stablement stratifiés. Donc là, on a fait comme si la zone convective n'existait pas. Dans un premier temps, on voulait juste savoir si S changeait de signe. Et donc, c'était naturel ensuite d'aller regarder la propagation de ces ondes dans des zones convectives. Et surprise, cette onde, donc là c'est un petit modèle joué, on a fait également du numérique là-dessus, cette onde qui ressemble à une onde de Lamb, dans une zone convective, continue à se propager, son spectre reste réel. Alors pourquoi je dis ça? Parce que lorsque on met cette partie convective, ce qui joue le rôle de notre Hamiltonien devient non hermitien. Donc là, on s'écarte un peu de la mécanique quantique. Il y a toute une mode en ce moment, toute une synergie pour étudier les propriétés topologiques de systèmes non hermitiens. Et ça, c'est un cadre parfait pour aller regarder ce type de propriétés. Donc le monde de l'homme reste propagatif, les ondes de gravité deviennent évanescentes. Et plus récemment, ça c'est en cours, donc je vous parle de l'actualité, on a collaboré avec Arthur Le Sceau du laboratoire de météorologie dynamique à Paris, qui est co-auteur, co-créateur d'un code, le code musique, qui fait des simulations non linéaires de structures d'étoiles. Donc là, il y a le moins d'hypothèses possibles sur les étoiles. Ça recrée toute la structure et ça étudie à peu près, c'est au plus proche de ce qu'on sait faire aujourd'hui dans la réalité. Et en particulier, ce code introduit les modes acoustiques qui jusque-là n'étaient jamais pris en compte dans les simulations numériques parce que c'était trop lourd, dans les simulations non linéaires complètes. On avait des petits modèles simplifiés qu'on fait du vrai numérique à la dure, ce n'était pas pris en compte. Et ce code prend en compte les ondes de compression également. Donc ici, vous avez la partie stratifiée, ça c'est pour le Soleil, donc on va focaliser sur le Soleil. Vous avez des modes, ici, les modes de gravité, donc ça c'est la partie stratifiée, ça c'est la partie convective. Dans le Soleil, la partie convective est sur la couche extérieure, dans d'autres étoiles, c'est la couche intérieure. Et donc vous avez ce paramètre S ici calculé pour le Soleil, vous voyez, qui change de signe à un certain endroit. Et vous pouvez calculer le spectre de puissance de vitesse qui va montrer des pics, ici, vous voyez les petites lignes, qui correspondent sur lesquels on a mis des croix. Alors les croix, on ne les a pas mis au hasard. Les croix, ce sont les modes calculés avec un code complètement linéaire.
Donc en fait, la théorie linéaire vous place également, dans un modèle simplifié, vous reproduit bien les modes de l'étoile, les modes acoustiques et les modes de gravité de l'étoile, ainsi que le mode topologique ici. Puisqu'on peut croire au modèle linéaire, on va continuer à faire avec des simulations linéaires, parce que c'est beaucoup moins coûteux. Pour sortir une courbe comme ça, c'est un mois de calcul sur un gros cluster, alors que ça, c'est quelques minutes sur un ordinateur pour le code linéaire. Et ce que j'aimerais vous montrer ici, ce sont des données observationnelles sur le Soleil, de campagnes de mesure. Alors, c'est des campagnes qui s'accumulent depuis, j'ai peur de dire une bêtise, je sais pas, c'est 20 ans ou 30 ans. Donc, plus on attend, plus on est capable de résoudre en fréquence. Plus on va baisser en fréquence, mieux on va améliorer le rapport sur bruit. Et pour l'instant, vous voyez, on en est là. Donc, la seule chose qu'on sait résoudre, ce sont les modes acoustiques. Et les modes acoustiques, ils vivent préférentiellement à la surface. Ils rentrent un peu dans l'étoile, mais on n'arrive pas, on ne peut pas, avec les modes acoustiques, sonder le cœur de l'étoile. Aujourd'hui, on ne sait pas, à part par des mesures de neutrinos, des mesures de physique des particules, par la sismologie, ça c'est ce qu'on appelle l'héliosismologie, on ne sait pas sonder l'intérieur du Soleil. Et nous, ce qu'on propose, ce à quoi on pense en ce moment, c'est que en fait, ce mode de type lambe, on va pouvoir, il a une queue, si vous voulez, acoustique, et il a une tête mode de gravité, les modes de gravité ici qui sont en bleu, qui sont au cœur de l'étoile, qu'on n'arrive pas à voir encore aujourd'hui. Mais on pense que notre mode de lambe et ces modes de gravité vont se coupler. On pense après calcul, qu'ils vont se coupler. Et ce couplage va pouvoir donner lieu, lorsqu'on va mettre en route la rotation dans le modèle, à une petite levée de dégénérescence entre ces modes, desquels on va déduire quelque chose qui est inconnu actuellement dans le Soleil, qui est le taux de rotation dans les 20% à l'intérieur du Soleil. Donc on connaît les profils de rotation du Soleil, hein, c'est un fluide, ce n'est pas de la rotation solide partout, c'est de la rotation différentielle. Et ici, on veut se servir de cette onde de Lambe, qui est une onde hybride, pour aller sonder les modes de gravité au cœur du Soleil et pouvoir, on pense, en déduire le taux de rotation. Ça, c'est le présent et futur proche. C'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter sur cette physique des ondes topologiques dans les fluides géophysiques et astrophysiques. Et je vous remercie pour votre attention. Merci pour cet exposé passionnant et très clair. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Nicolas. Les ondes de choc dispersives. Et est-ce que ça voudrait dire qu'à l'équateur, ces ondes de choc dispersives acquièrent une structure qui n'est pas celle qu'on attendrait juste en oubliant les effets de Alors, rotation? c'est pas facile comme question. J'ai pas les éléments pour répondre à ta question, parce que en fait, le modèle que je montre ici, où il y a ces ondes internes gravité, c'est pas un modèle équatorial. Donc, il faudrait mettre ce modèle-là en plus à l'équateur, ce qu'on a un petit peu fait. Mais, et à l'équateur, la question, c'est en tenant compte du gradient de Coriolis, parce que si c'est juste à l'équateur, il n'y a pas de Coriolis, donc c'est juste les ondes habituelles. Donc, je veux dire avec un gradient de force de Coriolis. Ce serait ça la raison pour laquelle on les mettrait à l'équateur? Non, je ne sais pas. Moi, Ah, l'effet non linéaire, en général, du gradu. ah oui, 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 d'accord. d'un- Oui, oui, tout à fait, exactement, exactement. Ouais, ouais. Il vient du terme d'advection, oui. De le prendre en compte? J'imagine. Je sais pas dire en quoi. Pour les ondes internes, je ne sais pas. Là, je vais botter un peu en touche. Je n'ai pas la réponse à tes questions. Ce que je peux dire, c'est que avant de vraiment traiter la non-linéarité, il y a un peu la non-linéarité du pauvre qui va être, au lieu de linéariser autour d'un U égale 0, de linéariser autour d'un U constant. Imagine que tu as un courant et tu linéarises autour de ça. Donc à la fin, tu as des équations linéaires, mais tu as quand même une trace de ce U moyen, grade U moyen qui reste là à l'ordre 0. Et ça, rien que ça déjà, ça peut induire des instabilités. Et j'en profite parce que j'ai j'ai la parole. Et ce que tu as dit pour ce S qui change de signe, Oui. ça fait aussi penser à la métrique
dans le contexte gravitationnel près d'un trou noir qui a des coefficients qui peuvent changer de signe à l'horizon des événements. Est-ce que vous avez regardé des choses comme ça? Non, il faudrait que j'en parle avec mon voisin de bureau. Mais oui, non, je ne sais pas. D'autres questions? C'était un peu suivant la même pensée. C'était tous les exemples, ils ont besoin d'une rotation quelque part. Et Non, donc, pas cela. Ça, c'est sans rotation. En fait, d'accord, la qu'est-ce qui- rotation, d'un point de vue brisure de symétrie, moi j'aime bien penser comme ça, j'ai besoin de points de croisement et j'ai besoin de lever la dégénérescence, c'est-à-dire de casser le point de croisement. Donc j'ai besoin de briser une symétrie. La rotation, ça va me briser une symétrie, la stratification, ça va m'en briser une autre. Donc j'ai pas besoin spécifiquement de rotation, j'ai pas besoin spécifiquement de briser le renversement du temps. Oui, c'est ça. Donc, je sais qu'on peut aussi induire des brisures de symétrie par des torsions, des forces, oui, de déformation. Ouais. Ça peut exister dans les Ouais, étoiles. c'est une bonne question. Dans les fluides, je sais pas, dans les solides peut-être. Dans les solides, certainement. Donc, si tu me poses peut-être naïvement la question pour les ondes sismiques, tu vois, peut-être que c'est quelque chose à prendre en compte. Pour les fluides, je suis pas sûr. Oui, moi, j'ai pas bien compris finalement ce que représente le changement de signe de S. Oui, Donc, la force de Coriolis, c'était le changement de signe de F. oui, Là, il y a un autre mécanisme qui donne ce changement de signe de S. Donc, on comprend oui, bien que S0, voilà, c'est les bandes qui se touchent, etc. exactement. Ça correspond à quoi? Tu as dit il y a des systèmes où il n'y a pas de S positif. Ouais, Moi, je ne c'est, comprends pas bien. Bon, il y a beaucoup de paramètres là-dedans. ouais. Tu peux nous donner Euh, une image de ce que représente ce S? c'est difficile. C'est une bonne question. En fait, je peux quand même dire deux, trois mots. Le S, alors c'est presque tautologique avec ce que tu m'as dit, c'est un terme de couplage entre mes ondes acoustiques et mes ondes d'inertie-gravité. Déjà, dans la matrice, je peux le voir comme ça, comme un terme hors diagonale qui couple les deux. C'est un premier élément de réponse. Le deuxième, c'est que tous les termes qui apparaissent ici, ce sont des termes qui brisent la symétrie miroir. Donc si R, c'est la direction verticale Z, donc j'ai un fluide qui est stratifié verticalement, la gravité, l'introduction de la gravité, c'est quelque chose qui change, qui n'est pas invariant sous Z donne moins Z. La vitesse du son, ici, elle change avec l'altitude, donc ça brise la symétrie miroir. Ça, c'est le terme de courbure, parce que j'ai un astre qui est sphérique, donc mon horizon n'est pas plat, il est courbé, ça brise. Donc, en fait, c'est pourquoi cette forme-là, je ne sais pas, mais ça contient tous les termes qui vont briser la symétrie miroir. Donc, la symétrie miroir est restaurée lorsque S vaut 0. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non? OK. Oui, Florian? Oui, oui, c'est pour ça qu'il faut mieux parler. Ouais, du coup, vous avez dit que dans le Soleil, le S égale 0, c'est vers l'extérieur, c'est ça? C'est dans la couronne, du coup? C'est dans la partie stable, stratifiée. C'est à peu près au centre. On le voit là, voilà, on le voit ici. C'est à peu près au centre, en fait. S égale 0 est là. D'accord, donc c'est pas du tout vers la couronne solaire, c'est plus profond. Oui, oui, la couronne, elle est là. Ah, Voilà. d'accord, ok. Donc, ouais, exactement. Donc, exactement. Donc, il change de signe quand même dans la partie stratifiée stable. Donc, on avait, lors de la première étude un peu naïve, on avait complètement négligé la partie convective. On avait espoir qu'on puisse voir quelque chose. En fait, la partie convective n'est pas gênante du tout. Donc, ce S, il est en plein milieu. Oui. Ça ne veut pas dire que les ondes de Lamb vont être en plein milieu. Il y a d'autres effets, plutôt de conditions de bord, et puis dû aussi à la sphéricité de l'astre surtout, qui vont faire que ce mode, en fait, il va baver, et il va plutôt être localisé près de l'extérieur. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, ce mode de Lamb, il est déformé, on l'a pris pour une onde de surface et on l'a mesuré. Nous, ce qu'on dit, c'est que si on baisse en fréquence, plus on va baisser en fréquence, plus on va se ramener vers les ondes de gravité, et plus ce mode va migrer vers l'intérieur, et plus on pourra sonder l'intérieur du Soleil. Ok, merci.
Très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va te remercier. Pierre est là encore cet après-midi et demain. Et donc, vous pouvez venir discuter avec lui, pas uniquement d'ondes classiques, mais aussi de matière condensée ou tout ce que vous voulez. Voilà. Très bien. Merci, Pierre.